C'est le léger retard. On va commencer donc ici ce webinaire qui est dédié donc à l'héritage, aux règles de succession entre le droit français et le droit musulman. On va commencer par la basmala, donc pour mettre un peu de baraka dans ce webinaire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, désolé déjà encore une fois pour ce retard et on va pouvoir commencer donc ce webinaire destiné et dédié à ce thème qui est ô combien important. Avant de commencer, je vais simplement rappeler qui sommes-nous, 576i, donc on est une entreprise spécialisée dans les conseils financiers. La petite particularité, c'est que ce sont des conseils financiers conformes à l'éthique musulmane, conformes au droit du commerce musulman. Alors, il y a de ça maintenant 15 ans, un peu plus de 15 ans, en 2010, on a créé l'entreprise. On a créé l'entreprise autour d'une solution qu'on appelle la Murabaha, qui est un système de financement pour pouvoir accéder à la propriété, mais sans avoir recours à l'usure. Et on a fait la première opération en 2010. Par la suite, on a développé des solutions d'épargne, des solutions de placement. Euh, Encore une fois, pour être une alternative à la communauté musulmane, mais cette fois-ci, donc, pour faire fructifier l'épargne de tout à chacun dans des solutions de placement conformes au droit du commerce musulman. Donc, on propose également des solutions d'épargne. Aujourd'hui, chez Easy, on a une quarantaine de collaborateurs. Et donc, moi, je suis Maxime. Allez, on va attaquer sans plus tarder parce que c'est un gros webinaire qui nous attend. Bon, on est tous encore en période de jeûne. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter d'avance une belle fête de l'Aïd. Il s'avère que le webinaire qu'on a aujourd'hui, c'est un webinaire qui, normalement, qu'on aurait pu faire sur plusieurs heures. Mais voilà, c'est un défi. On va essayer de faire ça d'une manière condensée. Alors, déjà, pourquoi parler héritage? Et on va parler héritage, eh bien, parce que l'héritage, c'est quelque chose de très important pour la communauté musulmane française, puisque, comme vous le savez, les règles d'héritage au regard du droit français sont différentes, et c'est ce qu'on va voir tout au long du webinaire. Et le fait que notre héritage, au moment du décès, soit réparti en fonction du droit musulman, c'est une obligation individuelle. Ça, tout le monde est obligé d'y passer et personne ne peut s'y déroger. On est obligé d'appliquer le droit musulman pour la répartition de l'héritage selon le droit musulman. Le problème, c'est que au moment du décès, si vous n'avez pas fait le nécessaire en amont, si vous n'avez pas préparé la transmission, eh bien, c'est le droit français qui va s'appliquer. Le fait d'apprendre les règles de l'héritage, ça on va dire que c'est une obligation collective. Donc ça, voilà, si une partie de la communauté, hein, donc comme on dit, hein, c'est fard kifaya, c'est-à-dire que si c'est une partie de la communauté se charge d'apprendre les règles d'héritage en détail, eh bien le reste en est exempté. Euh, Très important donc d'apprendre et de comprendre finalement comment ça fonctionne, les mécanismes, donc pour deux raisons principalement, comme je l'ai rappelé ici en bas, parce que les règles d'héritage et de succession selon le droit français sont différentes et, par rapport au droit musulman, et également parce que il existe des mécanismes qui vont vous permettre non seulement de préparer la transmission en fonction du droit musulman, mais aussi d'avoir des réductions d'impôts, enfin pas vous, mais nous on aura d'autres problèmes, mais plutôt pour les héritiers, ceux qui vont hériter, ils vont avoir donc, vous aurez la possibilité finalement de léguer un maximum sans que eux soient imposables, avec des mécanismes qui sont bien connus et que l'on propose. Allez, on y va donc là ici avec donc la slide suivante et on y va avec donc déjà quelques différences notoires entre le droit français et le droit musulman. Il faut savoir une chose, c'est que le droit français, il est principalement régi par le Code civil, le Code Napoléon hein, de 1800. Avant ça, on avait un système féodal avec un système qui était complètement différent. On va dire que celui qui était privilégié, c'était surtout l'aîné des héritiers mâles avant 1804. Tandis que nous, alors nous, dans l'islam, donc nous, ça fait plus de 1400 ans que c'est pas le cas. Et avant cela, donc dans ce qu'on appelle la période de l'Jahiliya, donc avant la période islamique, c'était à peu près le même principe puisque c'était surtout celui qui allait hériter, c'était celui l'aîné en fait, qui tenait l'arme, comme on dit, puisque bon, bien sûr, c'était un rapport toujours avec un rapport tribal hein, qu'il y avait à l'époque. Donc c'était l'aîné qui était capable de tenir l'arme et de défendre donc la tribu qui héritait. Les cadets, le cadet n'héritait pas, même le cadet homme et les filles encore moins. Donc bien sûr nous ça fait plus de 1400 ans que c'est plus le cas.
Tandis que dans le droit français, c'est très récent. Enfin, c'est très récent, on va dire. Tout est relatif, mais ça reste relativement récent. Et d'ailleurs, il y a eu, alors ça c'est la parenthèse, mais il y a eu des recherches qui ont été faites, il y a des thèses qui ont été écrites sur le sujet qui mettent en relief finalement le fait que Napoléon se serait beaucoup inspiré du droit musulman pour beaucoup de choses dans le Code civil, notamment bah là ici l'héritage. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Bah parce que on a ce qu'on appelle un système de réserve héréditaire, ce qu'on a chez nous. C'est quoi une réserve héréditaire? En fait, c'est ce qu'on appelle le fard chez nous, c'est-à-dire que c'est un montant qui va forcément, une quote-part qui va forcément être dédiée à, à certains héritiers. D'accord? Dans le droit français, on n'a que deux types d'héritiers réservataires. On a les enfants, donc lorsqu'on en a, et on a l'époux ou l'épouse lorsqu'on en a. Autrement dit, c'est-à-dire que tout le reste, il n'y a pas d'héritier réservataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, une personne décède et derrière laisse que ses deux parents, bah, il a tout à fait la possibilité de les déshériter. Par contre, si j'ai des enfants, il y a une limite, euh, euh, donc une réserve héréditaire. On dit que l'héritier est héritier réservataire, c'est-à-dire qu'il aura à minima une quote-part qui lui sera réservée. Et je ne pourrais pas lui déshériter de cette quote-part-là. D'accord? Donc nous, on a à peu près le même principe, puisque nous, on a aussi des héritiers réservataires, sauf que nous, on en a beaucoup plus. On en a 12 dans le droit musulman. Donc toujours pour faire un rapport entre le droit français et le droit musulman. Ensuite, donc, ok, donc là, ici, on a une réserve héréditaire. D'ailleurs, une fois qu'on aura donné la réserve héréditaire, donc je reviens sur le droit français, une fois que j'aurai donné la réserve héréditaire, par exemple, un enfant, si j'ai un enfant, il a une réserve héréditaire de la moitié de, de mes biens. C'est-à-dire qu'il va hériter de la moitié de mes biens de facto. Ok, l'autre moitié, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible. Donc, ce que vous voyez dans le tableau là en bas, ce qu'on appelle la quotité disponible. Ça, je peux en faire ce que je veux. Je peux donner un. Alors, je parle encore une fois au regard du droit musulman. Donc, je peux donner un cousin, un voisin à, à qui je veux. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la quotité dite disponible. Ok. Donc ça, c'est un point vraiment très important. Il faut comprendre que la quotité disponible chez nous, ce qu'on appelait plutôt sinon ce qu'on appelle tarsib, en fait, c'est le reste donc de l'héritage. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai distribué les quotes-parts, il va rester une partie. Donc il va rester il va rester bien sûr une partie de mon héritage. Cette partie de mon héritage qu'on appelle tarsib, donc là ici, elle va être distribuée selon des règles bien précises. Je peux pas en faire ce que je veux. C'est-à-dire que dans l'islam, la distribution, elle est bien claire et précise. C'est pas, je vais distribuer des codes-parts, ce qui reste ce qui reste de l'héritage, j'en fais ce que je veux, comme dans le droit français. Non, non. Je vais distribuer donc les réserves héréditaires, donc les codes-parts obligatoires. Une fois que les codes-parts obligatoires sont distribués, il y a un résiduel. Ce résiduel-là, il va être distribué selon des règles bien précises. Donc ça, c'est bien important de le comprendre. OK? Euh, voilà. Ensuite, pour ce qui est donc du droit français, donc comme je disais, là par contre, via un testament, on peut très bien, la quotité disponible, la donner à qui on veut. Par contre, s'il n'y a pas de testament, donc c'est la dévolution légale qui s'applique, c'est-à-dire qu'on va avoir donc là ici le code civil qui va s'appliquer dans l'ordre de priorité. Il y a une erreur là ici. Non, c'est bien ça. Ouais. Donc dans l'ordre de priorité, donc fixé par le code civil, et donc bien sûr qui est différent du droit musulman. Donc là, ça c'est vraiment une chose qui est importante à comprendre. Donc là, on a des différences qui sont notoires et on va le voir avec des exemples. Bon, ça peut paraître encore être des notions peut-être théoriques jusqu'à présent, mais on va prendre des exemples très concrets pour voir les différences qu'on peut avoir. Voilà, lorsqu'on fait la distribution de l'héritage, on commence toujours par donner les réserves héréditaires, donc on donne les quotes-parts aux héritiers réservataires, et ensuite on distribue le reste. Allez, on peut passer donc ici donc à les étapes finalement de la transmission selon le droit musulman. Alors selon le droit musulman, donc on va d'abord dépenser on va d'abord lorsque la personne décède, donc on va avoir ce qu'on appelle le terika, donc ce que va laisser la personne qui décède, c'est- c'est- ce, ce, cet héritage donc il va être d'abord on va utiliser une partie de l'héritage pour les dépenses liées à l'enterrement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que justement, au regard du droit français, c'est possible également. Au regard du droit français, vous pouvez aller prélever jusque 5 965 euros pour les dépenses liées à l'enterrement du défunt. Donc vous avez voilà, un parent qui décède, un enfant, une frère, une sœur, peu importe. Vous allez avoir, les héritiers vont pouvoir aller ponctionner jusque 5 965 euros pour payer les dépenses liées à l'enterrement.
Donc on a le même principe dans le droit français. Donc droit français, droit musulman, jusque-là, c'est identique. Donc dans le droit musulman, nous on va commencer par ça. Hein, donc on va commencer par finalement ponctionner dans l'héritage une partie donc une partie de l'héritage pour pouvoir payer les dépenses liées à l'enterrement. Deuxième chose, on va s'acquitter des dettes. On va s'acquitter des dettes. Donc avant même que l'on distribue l'héritage, on va s'acquitter des dettes qu'avait le défunt. Donc le défunt devait telle somme à telle personne, telle somme à telle personne. On va aller donc bien sûr s'acquitter d'abord des dettes et aller ponctionner donc dans l'héritage du défunt pour rembourser les dettes. Ensuite, on va appliquer le testament, l'wasiya comme on dit. Alors le testament, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une différence entre le testament, entre le droit français et le droit musulman. On va s'arrêter là-dessus. Ça, c'est un point très important. Dans le droit français, on peut établir un testament afin de répartir, par exemple, la quotité disponible. Vous voyez, vous vous souvenez de la quotité disponible que que j'évoquais juste avant? Donc, on reprend une personne qui décède, il n'a personne dans sa vie, si ce n'est un enfant, un fils. Et ce fils-là, au regard du droit français, va avoir droit à la moitié de ses biens. Et cette personne-là euh, a décidé de léguer l'autre moitié à son voisin, parce que son voisin s'occupait de lui, etc. Donc ça, au regard du droit français, c'est possible. Donc il va écrire un testament en disant, voilà, je veux que la moitié de mes biens reviennent à mon voisin. Ok, est-ce qu'il peut donner plus que ça à son voisin? Non, c'est pas possible, parce que le fils est héritier réservataire. C'est-à-dire qu'il a à minima, il a le droit à la moitié de ses biens. Ok. Ensuite, on peut désigner les héritiers comme bénéficiaires de la quotité disponible. Je redonne un exemple. Une personne décède, il a deux fils. Il a deux fils, il a derrière lui deux fils. Son premier fils s'occupait bien de lui. Son deuxième, un peu moins. Quand on a deux fils, au regard du droit français, la réserve héréditaire, c'est un tiers chacun. Un tiers pour le premier, un tiers pour le deuxième. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les déshériter en deçà donc d'un tiers chacun. Ok, il reste la quotité disponible, donc un tiers. Ce tiers-là, eh bien, on peut très bien le redonner à un des héritiers. Donc, Monsieur Dupont décide d'écrire un testament. Donc, encore une fois, il faut écrire un testament hein, pour ce faire. Il écrit un testament. Donc, on y reviendra, on parlera du testament par la suite. Il écrit un testament en disant, voilà, je veux que mon premier fils ait la quotité disponible. Donc, le premier fils, finalement, il va se retrouver avec deux tiers de l'héritage et le deuxième avec un tiers. D'accord? Et également, le testament, et ça c'est un point important, il permet donc de faire connaître les dernières volontés, comme le détail de l'organisation de l'enterrement, désigner le tuteur des enfants mineurs, etc., etc. Donc le testament, il est très important pour nous. On y reviendra, Inch'Allah. Ok, maintenant le testament au regard du droit musulman. Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'au regard du droit musulman, vous ne pouvez pas donner plus de un tiers de l'héritage dans le hadith, thuluth wa thuluth kathir. Un tiers et le tiers, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est le tiers, c'est le maximum. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'une personne écrit un testament. Là, on revient sur le droit musulman. Alors, je suis désolé, hein, je vais souvent switcher. Donc, il va falloir vous accrocher. Donc, pour ce qui est droit musulman, une personne peut très bien écrire qu'elle souhaite qu'un tiers de ses biens reviennent à une mosquée, à une personne qui n'aura, je sais pas moi, ou reprendre l'exemple du voisin, au voisin hein, qui s'occupait bien de lui, etc., etc. Ok. Ensuite, par contre, on ne peut pas, au regard du droit musulman également, on ne peut pas désigner un bénéficiaire, un héritier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas désigner comme bénéficiaire un héritier. Je vous donne un exemple. Donc, reprenons l'exemple de cette personne qui décède, qui laisse derrière lui deux fils. Il laisse Zayd ou Amr. D'accord? Il va dire, bah voilà, moi, il va écrire un testament. Il va dire, voilà, moi, je veux qu'il y ait un tiers de mon héritage qui revienne à Zayd. Ça, c'est pas possible au regard du droit musulman. Sauf si on a l'accord de Amr. Sauf si on a l'accord des autres héritiers. D'accord? Et ça, c'est l'ijma', c'est le consensus. Tous les fuqaha sont d'accord pour dire que c'est pas possible de faire ça. Ok, donc là ici, pour ce qui est de la partie testament, donc on voit des différences notoires. Je répète, pour ce qui est du droit musulman, on ne peut pas donner plus d'un tiers. Pour ce qui est du droit français, on va pouvoir aller au-delà puisqu'on va pouvoir donner la quotité disponible par exemple et faire autre chose, d'ailleurs d'autres choses d'ailleurs, notamment donner ses dernières volontés, etc. Et ça c'est important pour nous. Également au regard du droit français, donc on va pouvoir désigner et favoriser un bénéficiaire, un héritier, comme un des enfants par exemple. Alors ça, c'est pas autorisé au regard du droit musulman, sauf si on a l'autorisation des autres héritiers. J'espère que c'était clair. Et donc, une fois que ça s'est fait, au regard du droit musulman, et bien une fois que on a appliqué le testament, et bien derrière, on va pouvoir faire la répartition entre les différents ayants droit, donc entre les différents héritiers. Allez, on va donc pouvoir commencer avec, on va prendre quelques exemples. Donc, on commence avec la slide suivante. Et donc là, ici, avec l'héritage des parents. Alors,
Il est clair qu'en une heure, on va pas pouvoir traiter tous les sujets, c'est impossible. Mais vraiment, c'est impossible. Déjà, c'est un défi vraiment d'essayer d'évoquer voilà, le maximum de choses en une heure. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner les exemples et les cas les plus qu'on retrouve le plus. D'accord? Les cas généraux qu'on retrouve le plus. Déjà, ce on va essayer de faire, on va vraiment essayer de partir du principe que on a voilà, une personne qui est célibataire, donc Zaid, hein, il est célibataire, et il décède. Ensuite, il est célibataire et il se marie et il décède. Ensuite, il est célibataire et il se marie, il a des enfants et il décède. Voilà, on va essayer de le faire voilà, décéder au fur et à mesure. Et donc, on va commencer avec l'héritage des parents. Donc, admettons que Zaid décède, il a pas d'épouse, il a pas d'enfant, il a juste ses deux parents. Comment ça se passe? Alors déjà, l'héritage des parents, il faut savoir une chose, c'est pareil, il y a des différences notoires entre le droit français et le droit musulman. Pour ce qui est du droit français, les parents ne sont pas ils ne sont pas héritiers réservataires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve héréditaire, il n'y a pas de fard, il n'y a pas de quote-part qui leur est de donner de facto à minima. Ça n'existe pas dans le droit français. Donc, il est tout à fait possible de déshériter complètement les parents. C'est-à-dire que Zayd, là, voilà, il s'entend pas avec ses parents. Bon, on va pas prendre l'exemple de Zayd parce que normalement dans l'islam ça ne marche pas. Voilà, Monsieur Dupont ne s'entend pas avec ses parents. Monsieur Dupont voilà décide d'écrire un testament et dans ce testament il décide de déshériter ses deux parents. Voilà. Et d'aller donner donc tout son héritage à son voisin qui s'occupe très bien de lui. Ça dans l'islam c'est impossible. C'est pas possible. Les parents héritent en toutes circonstances. Ils sont donc héritiers réservataires. C'est-à-dire qu'ils ont, à minima, ils ont un fard. Tous les deux, ils ont forcément une quote-part à minima. Ok, on revient sur le droit français. Les parents n'héritent que si le défunt n'avait pas d'enfant. Et ça, c'est pareil, c'est une différence importante. Chez nous, les parents héritent dans tous les cas. C'est-à-dire que ici, dans le droit français, si Zayd a un enfant, les parents sont de facto, ils sont éliminés de l'héritage. Regarde le droit français. Alors que regarde le droit musulman, les parents héritent tout le temps, même s'ils aident à se marier, même s'ils aident à des enfants. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre également. Ensuite, si le défunt n'est pas un marié et n'avait pas d'enfant, alors comment ça va fonctionner? Donc, prenons un exemple. Zayd est célibataire. Il décède et laisse il laisse donc ses parents, sa mère et son père uniquement derrière lui. Il n'a pas d'enfant, il est pas marié. Si il n'y avait pas du tout de frères et sœurs, c'est important. Si donc il n'y avait pas du tout de frères et sœurs, notre cher Zayd, eh bien, les parents vont hériter de 50% chacun. Ils vont hériter de 50% chacun. Ok. Si Zayd était marié, mais n'avait pas d'enfant, là, l'épouse, elle va hériter de la moitié. Donc là, je parle d'évolution légale. Hein, c'est-à-dire que vraiment, je parle du droit français sans testament. Donc l'épouse va hériter de la moitié et les parents vont hériter d'un quart chacun. Ok, au regard du droit musulman, comment ça se passe? Au regard du droit musulman, donc reprenons l'exemple, Zayd décède, il n'avait pas d'enfant, il n'était pas marié, il a juste sa mère et son père, il n'avait pas de frères et sœurs. S'il avait zéro frère et sœur, euh, ou un seul frère ou une seule sœur, sa mère va prendre un tiers. Par contre, s'il avait plusieurs frères et sœurs, c'est-à-dire deux frères ou un frère et une sœur, ou deux sœurs, etc., sa mère va prendre un sixième. Donc finalement, le nombre de frères et sœurs ici est important pour déterminer la quote-part de la mère. Attention, je parle toujours dans le cas où il n'y a pas d'enfant. Il faut savoir une chose, c'est que on ne peut pas déterminer les parts d'héritage d'une personne sans regarder l'ensemble de la cellule familiale dans le droit musulman. C'est pas possible. Parce qu'il va y avoir des incidences en fonction de la composition familiale. C'est un droit qui est complexe, qui est bien plus complexe que le droit français. Le droit français, c'est un droit très simple par rapport au droit musulman sur les règles d'héritage. Bien plus simple. Mais le droit musulman est beaucoup plus complexe. Ok, donc je répète. Zaïd n'est pas marié. Zaïd n'a pas d'enfant. Zaïd n'a pas de frères et sœurs. Ok, donc il a simplement sa mère et son père. Donc sa mère va hériter d'un sixième. D'accord? Elle va arrêter, pardon, d'un tiers, excusez-moi. Elle n'a pas de frère et sœur, elle va arrêter d'un tiers. Par contre, si Zayd, il a plusieurs frères et sœurs, donc on parle à partir de deux, hein, donc un frère et une sœur, ou deux frères ou deux sœurs, à ce moment-là, sa mère va hériter d'un sixième. Ok, si Zayd n'a que un seul frère ou une seule sœur, sa mère hérite également d'un tiers. Donc il faut qu'il y ait vraiment plusieurs frères et sœurs, à partir de deux et plus. Ok, le père, qu'est-ce qu'il hérite? Le père, lui, alors lui, c'est intéressant parce que lui, le père, dans ce cas-là, il va hériter du reste. Donc, ce qui reste de l'héritage. Donc, si la mère prend un tiers parce qu'il n'y a pas de frère et sœur, le père va prendre deux tiers.
Si la mère prend un sixième parce qu'il y a plusieurs frères et sœurs, bah, le père va prendre le reste, donc 5 sixièmes. Ok. Si le père, si Zayd, notre ami Zayd, avait des fils, des garçons, le père, à ce moment-là, il aurait une réserve héréditaire d'un sixième. D'accord? S'il avait que des filles, il aurait la réserve héréditaire d'un sixième plus le reste de l'héritage s'il reste de l'héritage à la fin. Bon, là, je ne veux pas trop vous perdre, simplement retenez que dans cette situation, revenons sur la situation, Zayd est célibataire et décède et laisse ses parents, son père et sa mère uniquement. Ok? Dans le droit français, si vous faites rien, les deux parents vont avoir 50% chacun. Attention, il n'y a pas de frères et sœurs, c'est important. Dans le droit musulman, il n'y a pas de frères et sœurs non plus, donc c'est un tiers pour la mère, le reste pour le père. S'il y avait plusieurs frères et sœurs dans le droit musulman, c'est un sixième pour la mère, 5 sixièmes pour le père. Ok, donc là, on voit qu'il est aisé, il est très facile de corriger l'héritage. Comment on va corriger l'héritage? Ben, simplement en rédigeant un testament, et on y reviendra. Il y a deux types de testaments. Il y a le testament dit authentique qui est bien mieux parce que c'est devant un notaire, et donc il est authentifié, et là, personne ne peut le changer. Et donc, on va aller. Donc, il faut faire cette démarche-là, c'est très important. Donc, encore une fois, comme je disais, donc de préparer sa transmission. Donc, on va prendre rendez-vous chez notaire. On va dire, au notaire, voilà, en cas de décès, je veux que mon père je veux que ma mère, pardon, ait un sixième ou un tiers. Donc, ça va dépendre si j'ai plusieurs frères et sœurs ou pas. Et mon père le reste. Voilà. Et donc, on va pouvoir corriger très facilement l'héritage. Ok, s'il y a plusieurs frères et sœurs, si Zayd, il décède, il avait donc que ses deux parents, donc son père et sa mère, et un frère et une sœur, par exemple. On a dit que là, au regard du droit musulman, on l'a dit, un sixième pour la mère, le reste pour le père. Ok, par contre, au regard du droit français, là, c'est différent. Les frères et sœurs vont hériter avec les parents, chose qu'on n'a pas chez nous. Parce que, bon, sans trop rentrer dans les détails, les frères et sœurs, ils sont héritiers du deuxième ordre, à égalité avec, ils sont dans le même ordre que les parents, ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, les héritiers, donc les frères et sœurs et les enfants des frères et sœurs, ils viennent après les ascendants. Donc là, ils vont hériter avec les parents. Donc là, si Zayd donc décède, il avait juste son père, sa mère, une frère et une sœur, bah chacun va prendre un quart, un quart, un quart, un quart. D'accord? Tandis que dans le droit musulman, non, c'est pas le cas. Même si Zayd avait plusieurs frères et sœurs, les frères et sœurs n'héritent pas. On dit que le frère, il est mahjoub, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est voilé. Par qui? Par le père, parce que le père est prioritaire sur l'héritage par rapport au frère. Ok, allez, on passe à la slide suivante. J'espère que vous accrochez. On passe à la slide suivante et avec cette fois-ci donc l'héritage du conjoint. Alors, avant de parler héritage du conjoint, il faut d'abord parler forme de mariage et leur incidence sur l'héritage. Pourquoi? Parce que en fonction de la forme de mariage, il va y avoir une partie du patrimoine qui va forcément appartenir de facto, avant même le décès, au conjoint. Prenons l'exemple donc du régime par défaut. Lorsqu'une personne va se marier, s'il ne fait pas de contrat de mariage, s'il ne spécifie pas un régime particulier, de facto, l'État français va le mettre dans la case du régime légal de la communauté réduite aux acquis. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me marie, eh bien, la moitié de tout ce que je gagne appartient à mon épouse. Ok, est-ce que c'est bon au regard du droit musulman? Absolument pas. Dans le droit musulman, il faut savoir une chose, c'est que depuis plus de 1400 ans, l'époux a sa propre personnalité, sa propre indépendance financière, et l'épouse a sa propre personnalité, son indépendance financière. Donc ce que gagne l'époux, ça lui appartient à 100%, ce que gagne l'épouse, ça lui appartient à 100%. Que ce soit des salaires, des donations, un héritage, etc., etc. Ok, rien ne nous empêche d'acheter des biens en commun. Mais si je décide d'acheter une maison avec mon argent, ça m'appartient à moi à 100%. Si mon épouse décide d'acheter une voiture avec son argent, ça lui appartient à 100%. Après, rien ne nous empêche de faire des associations et ensemble d'acheter par exemple une maison. Mais à ce moment-là, ce sera en code part. C'est-à-dire, je vais mettre 40% du prix du bien sur la table, mon épouse va mettre 60%, bah, moi j'ai 40% du bien, elle a 60% du bien. Ou inversement, etc., etc. Donc ça, c'est également très important de le comprendre. C'est qu'à partir du moment où vous êtes marié sur le régime de la communauté, eh ben là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que dès que je suis marié sur le régime de la communauté, j'achète un bien immobilier avec mon argent, eh bien la moitié appartient à mon conjoint. Ce que je vais gagner, je gagne, je sais pas moi, 4 000 euros par mois, bah, en réalité, il y a 2 000 euros qui appartiennent à mon conjoint, etc., etc. Donc, au moment du décès, si par exemple, admettons que madame décède, elle avait 100 000 euros sur son compte bancaire, bah, il y a 50 000 euros de facto qui appartient au conjoint, à l'époux. Ok. Et ça, c'est pas bon. Parce que dans le droit français, donc la moitié appartient, donc admettons qu'une personne décède, monsieur Dupont décède, et était marié sous le régime de la communauté. Son héritage, c'est 100 000 euros. Il laisse derrière lui 100 000 euros.
Mais comme il était marié sur le régime de la communauté, donc il y avait 100 000 euros sur son compte bancaire, bah, il y a déjà 50 000 euros qui appartiennent à son épouse. Donc ce que vont hériter les héritiers en réalité, c'est 50 000 euros, uniquement la moitié. Et donc là, ici, forcément, ça va pas du tout. Parce que nous, au regard du droit musulman, non, s'il a 100 000 euros, c'est bien 100 000 euros qui seront répartis entre les différents bénéficiaires. Ok, donc il existe d'autres formes de mariage. Alors, je vais pas évoquer toutes les formes de mariage. C'est pareil, il nous faudrait encore une fois une heure, parce qu'il y a pire que la communauté réduite aux acquis. Il y a la communauté universelle. La communauté universelle, là, tous les biens, même ceux gagnés avant le mariage, même ce que j'ai gagné avant le mariage, appartient de facto la moitié appartient au conjoint. D'accord? Alors, par contre, le régime de la communauté réduite aux acquis, il y a des exceptions. Parmi les exceptions, les donations et l'héritage. C'est-à-dire que je suis marié sur le régime de la communauté, j'hérite d'un de mes proches, l'héritage m'appartient à 100%. Je suis marié sur le régime de la communauté, j'ai une donation, la donation m'appartient à 100%. Ok, donc il y a quand même des exceptions, hein. Mais sinon, tout ce que je vais gagner, mes salaires, etc., la moitié appartient à mon conjoint. Par contre, là, ici, on a un deuxième régime au regard du droit français qui ressemble bien plus au nôtre, c'est le régime de la séparation de biens. C'est le régime de la séparation de biens. Pourquoi est-ce que le régime de la séparation de biens ressemble bien plus au nôtre? Eh bien, parce que le régime de la séparation de biens, donc comme son nom l'indique, là, ici, tout est bien séparé. On a bien, donc ici, une indépendance financière. Donc, ce que je gagne, ça m'appartient à 100%. Ce que gagne mon épouse, ça lui appartient à 100%. OK? Donc ça, c'est un régime qui va être beaucoup plus proche d'une autre. Alors, il y a encore des choses qui ne sont pas forcément à 100% comme chez nous, mais on s'y rapproche grandement. Euh, Quelles sont les différences? Malgré tout, il y a une différence. Par exemple, même dans le régime de la séparation de biens, j'ai acheté un bien immobilier, je suis propriétaire de mon bien immobilier, il m'appartient à 100%. Je veux le vendre, je décide de le vendre, mais comme c'est le foyer familial, ben, je dois quand même avoir l'autorisation de mon épouse, même si elle n'est pas propriétaire avec moi, même si c'est pas une indivision, c'est qu'elle n'est pas copropriétaire avec moi, je suis propriétaire à 100%, mais malgré tout, au regard du droit français, dans le régime de la séparation de biens, je dois avoir son autorisation pour vendre le bien. Alors que dans le droit musulman, non, j'ai le droit de vendre le bien, il n'y a pas de sujet. Il faut comprendre une chose, c'est que dans le droit musulman, quand je me marie, donc j'ai ma propre indépendance financière, mon épouse a sa propre indépendance financière, mais par contre, pendant toute la durée conjugale, pendant la vie maritale, toutes les dépenses sont à la charge de qui? À la charge de l'époux. C'est l'époux qui doit donc payer tout ce qui est dépenses alimentaires, vestimentaires, etc., etc. Donc c'est l'époux qui doit tout payer en termes de dépenses. En termes de dépenses, c'est l'époux qui doit tout payer. D'accord. Donc ça ici, ça c'est un point très très important. Ok. Maintenant, donc le régime de la séparation de biens, donc ici est bien plus proche donc de notre forme de mariage. Et ça, c'est un conseil qui est très précieux qu'il faut que vous donniez à tous vos proches qui vont se marier, parce que malheureusement, ça c'est quelque chose que très peu font. Il faut savoir une chose, c'est que 85% des formes de mariage sont sous les régimes de la communauté, de la communauté. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a que 15% qui sont sur le régime de la séparation de biens. Donc ça, c'est vraiment un point vraiment à prendre en considération. Et malheureusement, c'est un conseil qui est assez peu donné, même les imams, etc. Il faut vraiment qu'ils soient formés à cela. Parce que le problème, c'est que quand on a un imam qui vient de l'étranger, il faut savoir une chose, c'est que à l'étranger, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Quand une personne se marie au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Arabie Saoudite, peu importe, en Égypte, etc., de facto, c'est une séparation de biens. La question, elle se pose pas. Donc, quand vous avez un imam qui vient du Maroc, qui officie en France, lui, il se pose pas la question, on dira, ah bah, en France, ils ont ces problèmes-là, ces problématiques-là. Donc ça, il faut essayer de le former pour que lui, au moment, parce qu'en général, les gens, quand ils se marient, souvent, ils vont voir l'imam en premier et après, ils vont à la mairie. Donc, au moment où l'imam va procéder, donc, ici, aux échanges du contrat de mariage, eh bien, il faut vraiment qu'il l'interpelle et qu'il sensibilise les futurs mariés sur ce point-là. Attention, quand vous allez à la mairie, choisissez bien un régime de séparation de biens et donc, il faut faire un contrat de mariage. Ok. Le Pax, je l'ai mis en orange. Pourquoi? Parce que le Pax, c'est vraiment le feu orange, là, pour le coup. C'est quand on se marie sur le régime du Pax, donc enfin, quand on fait un Pax, pardon, le régime, par défaut, c'est le régime de séparation de biens. C'est-à-dire que, de facto, on est sur une séparation de biens. Mais, il y a un problème. C'est que, si on ne fait pas de testament, l'époux ou l'épouse n'hérite pas. Alors ça, c'est un gros problème. Parce que nous, on regarde le droit musulman, l'époux hérite, d'accord? Donc, au moment du décès, ça, c'est une réserve héréditaire. On va y revenir. Donc là, ça, c'est un gros problème. Donc attention, quand vous êtes paxé, il ne faut pas oublier de faire un testament pour donner une quote-part de votre héritage à votre conjoint, à votre époux ou épouse.
La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer de régime du mariage à tout moment. Par contre, quand on a des biens, bah, il faut liquider la communauté, ça va coûter un peu plus cher. Donc, si vous n'avez pas encore acheté de biens immobiliers, etc., faites-le rapidement. Changez rapidement de régime. Passez au régime de la séparation de biens. Prenez rendez-vous avec votre notaire. Ça vous coûtera l'acte et ce ne sera pas très cher. Par contre, si vous avez des biens, il faut liquider la communauté, il faut faire des publicités. Ça va coûter un peu plus cher. Allez, on passe donc maintenant, une fois qu'on a compris que la forme de mariage avait une incidence sur l'héritage, on passe à la slide suivante et on va essayer de comprendre ensemble finalement quelles sont les différences entre le droit français et le droit musulman pour l'héritage du conjoint. Alors, première différence, on va commencer par le droit français. Première différence importante, c'est qu'au regard du droit français, le conjoint est héritier réservataire seulement s'il n'y a pas d'enfant. C'est-à-dire que si le défunt n'avait pas d'enfant, l'épouse ou l'époux est héritier réservataire. Il a le droit à un quart de facto, c'est le minimum syndical. Ça, c'est au regard du droit français. Ok, dans le droit musulman, les époux et l'épouse sont héritiers réservataires quoi qu'il arrive. Donc on voit une protection supplémentaire dans le droit musulman, un peu comme pour les parents. Il y a une protection supplémentaire pour les parents. Bah là, ici, encore une fois, protection supplémentaire pour le conjoint au regard du droit musulman. Parce que dans le droit français, hein, c'est pareil, hein, souvent il y a des questions, oui, la femme, etc. Dans le droit français, moi je suis marié, j'ai mon époux, j'ai des enfants, je peux très bien faire un testament chez le notaire, dire voilà, je veux ma femme, elle touche rien, zéro. Donc là, je peux léser complètement mon épouse. Je peux lui donner zéro. Je peux dire à la manière, zéro. Au regard du droit musulman, c'est impossible, c'est interdit. S'il y a des enfants, mon épouse va avoir un huitième. S'il n'y a pas d'enfants, mon épouse va avoir un quart. Ok, pour l'époux, c'est le double. Donc l'époux, il va avoir le droit à la moitié des biens de son épouse défunte en cas de décès s'il n'y a pas d'enfant. Si l'épouse n'avait pas d'enfant, l'épouse défunte n'avait pas d'enfant. Par contre, si l'épouse, donc le défunt, avait des enfants, l'époux a le droit à un quart. Ok, donc c'est très simple dans le droit musulman. C'est la moitié ou un quart pour l'époux, conjoint survivant, ou un quart, un huitième pour l'épouse survivante. Ok. Donc enfant, pas d'enfant, enfant. Pas d'enfant, c'est la moitié pour l'époux, un quart pour l'épouse. Des enfants, c'est un quart pour l'époux, un huitième pour l'épouse, donc la moitié. Ok. Au regard du droit français également, et ça c'est un point très important aussi, le conjoint, ici, en l'absence de testament, donc s'il n'y a pas de testament, le conjoint, il va avoir le droit, donc s'il y a pas de testament, on dit bien voilà, il n'y a pas de testament, Zayd décède, il laisse derrière lui donc son épouse et des enfants. Ok, donc le défunt, il avait des enfants en commun avec son épouse. Ok, donc le conjoint survivant, il va avoir le choix entre un quart en pleine propriété, donc il va avoir le droit à un quart de l'héritage en pleine propriété, ou alors il va avoir le droit à l'usufruit de l'héritage. C'est quoi l'usufruit? L'usufruit, prenons l'exemple d'un bien immobilier. Donc j'ai le droit de jouir de ce bien immobilier, c'est-à-dire j'ai le droit de l'habiter, j'ai le droit de le louer et donc de jouir des revenus fonciers, j'ai le droit de le prêter, etc. Par contre, je n'ai pas la carcasse, ce qu'on appelle la nue propriété. Parce que dans l'immobilier, vous pouvez scinder deux notions. Vous pouvez scinder deux notions. Vous avez donc ce qu'on appelle la pleine propriété du bien. Vous avez ce qu'on appelle donc la nue propriété et vous avez ce qu'on appelle l'usufruit. Donc là, ici, on va avoir le droit, au regard du droit français, on va avoir le droit de l'épouse ou l'époux survivant, va avoir le droit de dire voilà, moi je veux l'usufruit à 100%. C'est-à-dire que la personne, donc le conjoint survivant, va hériter de l'usufruit à 100% et va pouvoir jouir de ce bien immobilier à 100% jusqu'à la fin de ses jours. Ou alors le louer et récupérer des loyers. Ou alors le prêter, etc. Ok, les enfants, ils vont hériter de quoi alors? Ils vont hériter de ce qu'on appelle de la nue propriété, donc la carcasse du bien. Donc ils héritent de la carcasse du bien, mais ils peuvent pas l'habiter, ils peuvent pas le louer, ils peuvent pas le prêter. Ok, mais ils sont quand même copropriétaires. C'est de l'indivision. D'accord? Et bien sûr, le conjoint survivant ne pourra pas vendre le bien, donc il a l'usufruit, donc il peut en jouir, mais il ne pourra pas vendre le bien sans l'autorisation des enfants. Ok, ça, au regard du droit musulman, ça c'est une différence importante. Au regard du droit du musulman, on va mettre un point clair là-dessus. Il n'y a pas d'histoire d'usufruit. C'est que de la pleine propriété. Quand j'hérite de la pleine propriété. D'accord? Je n'hérite pas ce qu'on appelle manfa'a, donc en arabe, donc ce qu'on appelle l'usufruit. Je n'hérite pas de ça. J'hérite de la pleine propriété à 100%. Ok? Donc, oubliez l'usufruit. D'ailleurs, euh,
Euh, le fait est que si donc Zayd décède et il avait une épouse et il avait un enfant d'une précédente union, là l'épouse elle n'aura pas le choix, elle prendra un quart en pleine propriété, elle ne pourra pas prendre 100% de l'usufruit. D'accord? Donc là vraiment on parle d'enfants communs. Si on a des enfants communs, là on peut choisir l'usufruit à 100%. Ok, également ce qu'on peut faire une donation entre époux au regard du droit français, et donc décider que mon époux ou mon épouse va pouvoir choisir entre un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou l'usufruit de la totalité des biens, ou bien encore la quotité disponible, c'est-à-dire ce qui reste, là, donc vous vous souvenez de la fameuse quotité disponible, donc va pouvoir récupérer en plus la quotité disponible en plus de sa part. Ça, c'est pas adapté non plus. Donc tout ça, on l'oublie. Simplement, bon, je le rappelle, mais on l'oublie. Donc le dernier paragraphe hein, de côté droit français, ça, c'est pas, ça nous convient pas non plus. Ok. Euh, Au regard du droit musulman, dernière précision. Donc que je vous l'ai dit, hein, donc l'époux va hériter de la moitié ou un quart, l'épouse de un quart ou un huitième. Ça va dépendre s'il y a des enfants ou pas. Mais il n'héritera jamais de plus que ça. C'est-à-dire que c'est pas possible de lui donner plus. D'accord? Ça, c'est important également de le rappeler. Ok, maintenant, prenons un exemple. Zayd décède et laisse ses parents, sa mère, son père, son frère, sa sœur et sa femme. Quelle va être la part d'héritage prévue dans le droit français et dans le droit musulman? Alors, dans le droit français, donc ça, je pense que vous l'avez compris, euh, euh, le, euh, ici, alors, je crois qu'il y a... Ouais, non, il n'y a pas une erreur, c'est bien ça. Donc là, ici, au regard du droit français, donc la femme va hériter, donc bien sûr, s'il n'y a pas de testament, encore une fois, hein, s'il n'y a pas de testament, donc la femme ici est héritier réservataire, donc à minima, elle va hériter d'un quart. Mais s'il n'y a pas de testament, donc elle va récupérer la moitié, et donc les parents vont récupérer chacun un quart, chacun un quart. Ok, au regard du droit musulman, c'est comment? Bah, alors, si c'est donc l'épouse qui décède et qui n'avait pas d'enfant, donc l'épouse a le droit à un quart. Ok. Euh, la maman va récupérer donc un sixième ou un tiers, ça va dépendre si il y avait plusieurs frères et sœurs. On va partir du principe qu'il y a plusieurs frères et sœurs. Parce que sinon, on tombe dans un cas qu'on appelle Umar et Ataïn, donc ça c'est un peu plus compliqué. Donc là, on part du principe que Zayd, il avait aussi un frère et une sœur, comme c'est marqué dans l'exemple. Donc comme Zayd, il a un frère et une sœur, il y a plusieurs frères et sœurs, donc la maman, elle récupère un sixième. Donc la maman elle récupère un sixième, l'épouse, elle récupère un quart. Là, on a donné ce qu'on appelle le fard. On a donné donc la quote-part aux héritiers réservataires, la part obligatoire. Et après le reste, bah, c'est le papa qui hérite. Parce que le ta'assiban, comme on dit, donc puisque le papa, il va hériter du reste de l'héritage. Ok, donc là, est-ce qu'on peut corriger l'héritage? Bah oui, c'est assez simple, puisque là, ici, dans cet exemple-là précisément, la réserve héréditaire de l'épouse au regard du droit français, c'est un quart. C'est précisément ce que doit toucher, dans cet exemple précis, l'épouse au regard du droit musulman. Donc, il suffit d'aller faire un testament chez le notaire en disant, voilà, donc la réserve héréditaire de mon épouse, un quart, bon, bah, c'est bon, elle va bien toucher un quart. Par contre, le reste, attention, je ne veux pas que ce soit, je veux pas que mon épouse ait jusque la moitié de mes biens et que mon père ait un quart et ma mère ait un quart. Non. Donc là, vous faites le testament, vous dites, voilà, il y a bien un quart pour mon épouse, c'est sa réserve héréditaire, pas de problème. Ça marche au regard du droit musulman. Par contre, le reste, voilà, je veux que ce soit un sixième pour ma maman et le reste pour mon papa. Voilà. Allez, on continue avec, j'espère que j'en ai pas trop perdu en cours de route. On continue avec la slide suivante. Donc là, ici, avec l'héritage des enfants. Ok, l'héritage des enfants. Donc là, pour ce qui est de l'héritage des enfants, c'est pareil, plusieurs différences. Alors, il y a une chose importante, c'est que au regard du droit français comme du droit musulman, les enfants héritent de toute façon, dans tous les cas. Le fait est que dans le droit français, donc les enfants sont héritiers réservataires. Donc s'il y a un enfant, sa réserve héréditaire, c'est la moitié. Donc c'est-à-dire que l'autre moitié, je peux très bien en faire tout ce que je veux. Donc c'est ce qu'on appelle la quotité disponible, hein, pour rappel. Je peux très bien faire un testament et le donner à qui je veux. S'il y a deux enfants, donc c'est un tiers chacun et il y a un tiers de quotité disponible. S'il y a trois enfants en plus, ils vont se partager à minima 75%, donc trois quarts de l'héritage, et il y a un quart de quotité disponible. Je peux en faire ce que je veux. Euh, donc là ici, au regard du droit musulman, il faut savoir une chose, c'est que on va regarder donc pour les enfants déjà on va regarder la nature des sexes. Si j'ai que des filles, alors si j'ai une fille, elle a le droit à la moitié. Sa part, c'est la moitié de mes biens. Si j'ai deux filles ou plus, alors ce qui correspond d'ailleurs à la réserve héréditaire du droit français, hein. Si j'ai deux filles ou plus, elles ont le droit à deux tiers. Elles ont le droit à deux tiers. Alors, si j'ai deux filles, bah, ça correspond à la réserve héréditaire du droit français. C'est deux tiers aussi. Par contre, si j'en ai trois, nous, ça reste deux tiers.
Parce que le droit français, on passe à trois quarts. Donc attention, là, il y a une différence. Ok, maintenant, si j'ai que des garçons, bah, si j'ai que des garçons, eux, ils vont se partager le reste. Donc c'est ce qu'on appelle la ansaba, hein, donc tarsiban, ils vont hériter du reste de l'héritage. C'est-à-dire qu'on va donner le fard. Par exemple, je sais pas, je laisse derrière moi mon épouse, ma mère et des enfants. J'ai trois garçons. Bah, on va donner le fard je vais donner le fard à ma mère, donc un sixième. Je vais donner le fard à mon épouse, un huitième, et le reste c'est pour mes enfants. Donc pour les trois garçons, donc de part à égale. Ok, en revanche, si j'ai garçon et fille, alors là, c'est différent. Donc, comme vous savez, là, c'est une différence importante au regard du droit musulman. Comme on dit, les dhakari mithlu hadhil unthayayn. Donc, ici, les garçons, ils vont avoir le droit au double de ce qu'a droit les filles. C'est-à-dire que si il reste à la fin, on a donné donc le fard, on a donné le fard à la maman, à l'épouse, etc. Et derrière, et au papa, parce que le papa, s'il y a des garçons, il a un phare de un sixième. Derrière, on va donner donc le reste aux enfants. Admettons qu'il me reste 300 euros et que j'ai un garçon et une fille. Bah, mon garçon va prendre 200 euros et ma fille va prendre 100 euros. Admettons que le reste de l'héritage, c'est 300 euros, donc 200 euros pour la fille, pour le garçon, pardon, et 100 euros pour la fille. Donc le double. Ça, c'est une des différences notoires, donc au regard du droit musulman. Ok, donc prenons un exemple. Admettons que Zaid décède et laisse ses deux parents, son épouse, une fille et un fils. Au regard du droit français, comment ça se passe? Donc déjà, au regard du droit français, bah, les parents n'héritent pas, ils sont exclus, contrairement au droit musulman. On va le voir après, donc les parents héritent dans tous les cas. L'épouse, comme elle a des enfants, elle va hériter d'un huitième. Pardon, on est toujours sur le droit français, excusez-moi. L'épouse, comme il y a des enfants, s'il n'y a pas de testament, elle va hériter d'un quart. Et le reste va être pour les enfants. Donc là, ici, il va y avoir un quart pour l'épouse. S'il n'y a pas, encore une fois, de testament, hein, ce qu'on appelle la dévolution légale. Donc là, ici, l'épouse va prendre un quart, ce qui est différent hein, au regard du droit musulman. Le droit musulman, c'est un huitième. Et les enfants vont prendre le reste. Et bien sûr, ça va être la même chose pour le fils et pour la fille. Donc ça, c'est important de le souligner. C'est une des différences donc importantes ici. Donc, ils vont chacun se partager donc 75% de l'héritage. Ok, maintenant on regarde le droit musulman, comment ça va être, quelle va être la différence? Bah, la différence va être très importante puisque au regard du droit musulman, les parents, donc là tout de suite on donne le fard en premier, hein. Donc les parents ils ont chacun un fard de un sixième. Donc l'épouse elle a le droit pardon, la mère a le droit à un sixième, le père a le droit à un sixième. Donc on va lui donner les fards directement. Et ensuite, l'épouse a le droit aussi fardan à un huitième, parce qu'il y a des enfants. Donc un sixième pour la maman, un sixième pour le papa, un huitième pour l'épouse. Ok, ce qui reste, bah, ce qui reste, ça va représenter à peu près, alors je vais vous donner un pourcentage que ce soit plus clair, ça va donner un peu plus de 54%, ce qui reste. Donc ces 54%-là, donc c'est les enfants qui héritent du reste. Ok, j'ai un garçon, là ici Z, un garçon et une fille, donc 54%, donc il va y avoir 36%, un peu plus de 36% pour le garçon et un peu plus de 18% pour la fille. Voilà ici, donc le héritage est complètement différent. Donc là, ça se corse un petit peu. Souvent, quand on a des enfants, surtout quand on est garçon et fille, c'est plus compliqué de corriger l'héritage, de corriger entre guillemets l'héritage. C'est beaucoup plus complexe. Donc là, ici, il va falloir vous vraiment préparer la transmission en amont. Et on a donc des solutions hein, pour ça, pour corriger l'héritage. Pour ce faire, donc là, on va pouvoir passer à la slide suivante et évoquer les solutions qu'on peut vous apporter ou qu'on peut mettre en place pour corriger la succession. Bon, déjà, on peut donner de son vivant. Alors, la donation, donc là, ici, la donation, il faut savoir une chose, c'est que, pareil, beaucoup de différences entre le droit français et le droit musulman. Donc, là, le droit musulman, quand on donne de son vivant, on donne. Ça, c'est terminé. On ne va pas revenir dessus au moment de l'héritage, ce qui n'est pas le cas dans le droit français. En droit français, on va remettre sur la table ce qu'on appelle les libéralités. Donc les donations, on va remettre sur la table au moment où au moment où on va répartir l'héritage. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur cette partie-là. On va en toucher encore un petit mot après, mais sachez que sur ce principe-là, il y a quand même une différence notoire, c'est que chez nous, une fois que c'est donné, c'est donné. Ça ne revient pas sur la table au moment de l'héritage. Ok, au regard du droit musulman toujours, la donation, quand je donne de mon vivant, il faut savoir une chose, c'est que la plupart des écoles, donc les Hanafites, les Malikites et les Shafi'ites, disent que c'est recommandé d'être équitable.
Qu'est-ce que ça veut dire être équitable? Ce qui est, selon ces trois écoles-là, toujours, c'est équitable, c'est donner autant au garçon qu'à la fille. Donc, si je donne 10 000 euros, bah, je vais donner 5 000 euros à mon fils, 5 000 euros à ma fille. La même chose. Ok, par contre, au regard de l'école Hanbalite, c'est différent, parce qu'eux, ils disent que c'est obligatoire d'être équitable, mais pour d'être équitable, c'est quoi? C'est donner la moitié au garçon et le double au garçon et la moitié à la fille. Là où je veux en venir, et ça c'est un point très important, c'est que si on revient sur les majorités des écoles, donc vous, si vous êtes malikite, si la plupart d'entre vous le sont en général, sachez que c'est recommandé, donc c'est pas une obligation d'être équitable en donnant de son vivant. Et si vous donnez, si vous voulez, donc si vous donnez de votre vivant et vous voulez donner du donc selon l'école malikite, d'une manière équitable à ses enfants, c'est-à-dire autant au garçon qu'à la fille. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Ok, maintenant, au regard du droit français, alors, il faudra faire le point avec votre notaire, mais préférez toujours, surtout si vous avez plusieurs enfants, parce qu'il faut avoir plusieurs enfants pour faire ça, préférez toujours ce qu'on appelle la donation partage. Pourquoi? Parce que la donation partage, quand je vais donner un bien à mes enfants, par exemple, je donne admettons, la nue propriété à mes enfants. Ça, c'est des montages qu'on fait souvent pour que les enfants échappent, qu'on puisse faire en sorte que les enfants échappent au fisc au moment du décès. Donc, si vous donnez de votre vivant à vos enfants, préférez la donation partage. Pourquoi? Parce que si vous donnez sous forme de donation partage, au moment où je vais par exemple donner donc la nue propriété de mon bien à mes enfants, eh bien, la valeur va se figer. La valeur va se figer à l'instant T au moment où je donne la nue propriété à mes enfants. Parce qu'une donation simple, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, on va regarder la valeur du bien au moment du décès. C'est-à-dire que si je donne, admettons, je vous donne, j'ai deux enfants, j'ai deux résidences secondaires. J'ai une résidence secondaire qui est estimée 50 000 euros et une autre qui est estimée 50 000 euros. Je vais faire une donation simple. Je donne 50, donc une résidence à mon fils, une résidence secondaire à mon fils et une résidence secondaire à ma fille. Donc là, on est bien d'accord que là ici, j'ai donné donc 50 000 euros chacun. Ok. Maintenant, admettons que ces deux biens, donc de 50 000 euros, ils prennent de la valeur avec le temps, mais d'une manière, d'une manière qui n'est pas équitable. Ça monte pas de la même manière. Donc le bien de mon fils, je sais pas, au moment du décès, il vaut 70 000 euros, et le bien de ma fille, au moment du décès, il vaut 80 000 euros. Bah, si c'est une donation simple, ça, on va le prendre en considération. Par contre, si c'est une donation partage, on ne prend pas en considération. La plus-value éventuelle réalisée entre le moment de la donation et le décès, elle est acquise par l'héritier. Donc ça, c'est important aussi de prendre en considération. Et ça, pareil, je vous laisse en parler avec votre notaire, mais en général, il conseille plutôt de faire des donations partage plutôt que des donations simples. Et en plus, on a d'autres considérations, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Allez, on passe au deuxième solution. La deuxième solution, donc là ici pour corriger la succession, donc c'est la slide d'après ici. Pour corriger la succession, on peut éventuellement donc faire, et ça c'est ultra recommandé, on peut peut-être même dire que c'est obligatoire, il faut faire un testament. Alors un testament, on va avoir donc deux sortes de testaments, un testament dit holographe, un testament dit authentique. Ok. Au regard donc du droit musulman, c'est recommandé de faire un testament. Mais comme on va avoir des problèmes de répartition, ça devient même obligatoire. En fait, il faut tous qu'on fasse un testament. Bon, déjà pour donner nos dernières volontés, comment on souhaite être enterré, qui va être le tuteur de mes enfants, etc., etc. Et en plus, pour pouvoir donc essayer de corriger cet héritage qui sera pas réparti de la bonne manière si je fais rien. Ok, on a deux types de testaments. Un testament qui est holographe, c'est-à-dire que je vais le faire moi-même, je vais le rédiger, je vais le dater, le signer. Bon, là, ça, c'est problématique parce que c'est sujet à perte, sujet aussi à remise en question. Les héritiers peuvent très bien dire, bah non, c'est pas notre père qui l'a écrit, ça se voit, c'est pas son écriture, etc. Parce qu'on a un deuxième type de testament qui est authentique, donc là, on le fait devant un notaire. Et là, c'est très bien, c'est authentique, deux témoins ou un deuxième notaire, terminé, c'est enregistré et vous avez plus de difficultés à ce niveau-là. Ok, maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le testament au regard du droit français. Qu'est-ce qui va me permettre de faire? Je vais pouvoir donc aller donner ma quotité disponible. C'est-à-dire que, admettons, pour prendre un exemple, reprenons un exemple, je laisse derrière moi mon épouse et un garçon et une fille. Mon épouse est censée, au regard du droit musulman, hériter un huitième et les enfants le reste. Et donc le double pour les garçons et la moitié pour la fille. Ok. Maintenant, euh, au regard du droit français, si je fais rien, si je fais pas de testament, donc mon épouse va prendre un quart et le reste pour les enfants. Donc ça, c'est pas bon, bien évidemment. Ok. Maintenant, si je fais un testament,
Le problème, c'est que ma quotité disponible, parce que donc on est bien d'accord que si je fais un testament, je peux donner ma quotité disponible, qui est de un tiers, puisque chacun des enfants a le droit à un tiers. Ce qu'on appelle la réserve héréditaire, donc dans le droit français, chacun a le droit à un tiers à minima. Donc là, ici, je vais avoir une quotité disponible d'un tiers. Je peux en faire ce que je veux. Ok, est-ce qu'avec ce tiers-là, je vais pouvoir corriger l'héritage? Non, ça va pas être suffisant. Donc je vais aller grignoter sur la réserve héréditaire de ma fille, puisque ma fille n'est pas censée récupérer un tiers. Donc, je vais aller grignoter dans sa réserve héréditaire. Ok, est-ce que ça en soit un problème? Alors, c'est pas un problème si ma fille dit rien au moment de la répartition. Par contre, le notaire, lui, va à la sensibilité. Il va dire, attention, madame, votre réserve héréditaire est impactée et vous pouvez faire ce qu'on appelle une action en réduction. C'est quoi une action en réduction? C'est de remettre en cause mon testament et dire voilà, Maxime, au moment de la rédaction de ses testaments, bah, il s'est trompé ou on n'en sait rien. En tout cas, peut-être il a voulu peut-être désavantager sa fille, on n'en sait rien. Mais en tout cas, pour nous, ça va pas. La réserve héréditaire de sa fille est impactée, donc on va la conseiller. Donc le notaire, c'est ce qu'il va avoir comme remarque. Il va lui conseiller de faire une action en réduction. Si ma fille est bien élevée et que je l'ai élevée donc dans les principes islamiques, etc., et qu'elle dit non, non, moi ça me va comme ça, donc là, il n'y a pas de sujet. Par contre, si bah, elle veut faire une action réduction et prendre plus, bah, elle peut le faire et là, c'est problématique. Ok, est-ce qu'on peut contrer ce problème-là? Oui. Avec la slide suivante, vous allez voir, donc la slide numéro 3, s'il te plaît, Asma. Donc là, ici, on va voir qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle une renonciation anticipée en action de réduction. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chez le notaire, je vais aller chez le notaire avec ma fille, donc quand je suis encore en vie, je vais aller chez le notaire avec ma fille et ma fille va signer ce qu'on appelle une renonciation anticipée en action de réduction. Et elle va dire, voilà, moi, je renonce de faire une action en réduction au moment du décès de mon père. Alors, c'est un acte qui est grave, c'est un acte, enfin, au regard du droit français, hein, j'entends, c'est un acte qui est grave, il va falloir, il faut qu'il y ait deux notaires, donc vous allez voir votre notaire et ensuite la chambre des notaires va attribuer un deuxième notaire pour la rédaction de l'acte, etc., etc. Il faut que l'enfant soit majeur, un enfant mineur avec un enfant mineur, ça ne marche pas, il faut que l'enfant soit majeur. Et donc là, ici, elle va pouvoir renoncer par anticipation à cette action en réduction. Et là, je suis tranquille. Je sais que de facto, j'aurai pas ce problème. Dans le droit français, souvent, c'est utilisé pour des personnes qui veulent avantager un enfant qui est handicapé, par exemple. D'accord. Ok, ensuite, on va terminer là-dessus. La dernière manière donc de corriger la succession, donc la dernière slide, c'est l'assurance vie. Alors ça, c'est un outil qui est exceptionnel parce que l'assurance vie, on est là, on est hors d'évolution successorale, c'est-à-dire que là, ici, on est hors héritage en quelque sorte. C'est-à-dire que l'assurance vie, alors bien sûr, sauf s'il n'y a pas d'exagération comme ils disent, si les primes sont pas exagérées, ici avec l'assurance vie, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir désigner les bénéficiaires, désigner les bonnes cotes-parts avec les bons bénéficiaires, avec les bonnes cotes-parts au regard du droit musulman. Et ici, on va pouvoir donc donner au moment du décès, donc via l'assurance vie, ce qui aussi est intéressant puisque chaque bénéficiaire a le droit à un abattement jusque 152 000 500 et ça, c'est hors héritage, si je puis dire. C'est-à-dire que quand une personne décède, admettons que Monsieur Dupont décède, il laisse à lui deux enfants, d'accord, deux garçons, par exemple, deux fils. Admettons que il laisse pour 300 000 euros de patrimoine. Donc chacun va récupérer 150 000 euros. OK. De parents enfants, on a le droit à un abattement jusqu'à 100 000 euros. C'est-à-dire que 100 000 euros n'est pas imposable au moment du décès. D'accord. D'ailleurs, cet abattement, on a le droit, même de son vivant, tous les 15 ans. Ok, attention, cet abattement au moment du décès, on a le droit si justement on n'a pas eu de donation avant les 15 dernières années. Sinon, bah forcément, ça va venir impacter l'héritage. Bref, là ici, j'ai pas eu le droit, les deux enfants n'ont pas eu le droit à l'abattement des 100 000 euros du vivant du père. Le père décède, chacun récupère 150 000. Ok, chacun a le droit à un abattement jusqu'à 100 000 euros. Donc jusqu'à 100 000 euros, ils ne sont pas imposables. Au-delà, ils sont imposables. Donc ça va être imposable sur la base de 50 000 euros. Ok. On se rend compte également que M. Dupont avait un contrat assurance vie avec 100 000 euros. Donc chacun va récupérer 50 000 euros en plus. Est-ce qu'on va les rajouter à 150 000 euros chacun? Non, c'est hors actif, c'est hors héritage. Donc là, ici, l'assurance vie a sa propre règle en matière de fiscalité au moment du décès. C'est quoi la règle? Eh bien, jusque 152 000 500 euros par bénéficiaire, il n'y a pas d'impôt. Donc pour toutes les sommes qui ont été versées avant 70 ans. Donc là, ici, chacun va récupérer 50 000 euros net d'impôt. D'accord? Donc même si on va un peu plus loin, là, M. Dupont, il a mal préparé sa transmission. Il aurait pu charger un peu plus ses contrats assurance vie pour éviter que ses enfants soient imposables.
Bien sûr, tout ce que je suis en train de vous dire là, je sais que c'est pas, enfin, pour certains, pour ceux qui n'ont pas de notion, c'est peut-être un peu compliqué, mais justement, on est là pour ça, on est là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller pour évoquer tous ces sujets. C'est très important de préparer sa transmission. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner deux, trois conseils essentiels. Premier conseil, mariez-vous avec un contrat de mariage avec une séparation de biens. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, préparez votre transmission en amont. On ne fait pas ça quand on a 70 ans, parce qu'en plus, à partir de 70 ans, bah, je viens de le dire, on a des abattements différents au niveau de l'assurance vie. Et donc, prenez rendez-vous avec une personne qualifiée. Attention, il faut que ce soit une personne qualifiée et dans le droit français et dans le droit musulman. Donc nous, on a ces 576, on a ce problème-là, hein, cette difficulté, c'est qu'on doit être bon dans les deux, dans le droit français, dans le droit musulman, et c'est pas évident. Donc il faut savoir combiner entre les deux pour pouvoir donc corriger la transmission et faire en sorte que que ce soit en fonction du droit musulman. Je vais essayer de répondre à quelques questions. Euh, alors je ne sais pas si j'ai accès aux questions. Je vais regarder. Alors ça c'est la technologie, je suis pas super à l'aise. Donc non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est le chat. Voilà. Ok, allez, on va essayer hmm, je vais essayer de répondre à certaines questions. Ah, je vois qu'il y en a beaucoup. Alors les slides. Alors, très bonne question. Est-ce que les règles expliquées ici sont valables pour les quatre écoles juridiques ou bien existe-t-il des différences? Alors, alhamdulillahi rabbil alamin, c'est suffisamment compliqué comme ça. On n'a quasiment pas de différence entre les écoles juridiques. Sur certaines questions, et en tout cas sur toutes celles que j'ai évoquées avec vous aujourd'hui, il n'y a aucune différence. D'accord? Tout le monde est d'accord, les cadres d'école. OK? Il y a simplement quelques petites questions, mais vraiment bien précises, où ils vont avoir des petites différences sur certains héritiers. C'est vraiment, on va dire que, enfin, si je devais donner un pourcentage, je dirais qu'il y a au moins 90-95% où ils sont tous d'accord. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, il y avait des divergences de point de vue entre certains compagnons. Euh, pour les dépenses liées à l'enterrement, alors les dépenses liées à l'enterrement, moi ce que je sais, c'est qu'au regard du droit français, vous pouvez aller ponctionner jusqu'à 5 965 euros sur le compte bancaire donc du défunt pour payer l'enterrement. Euh, euh, Donc pour les replays, oui, il y aura des replays, vous allez recevoir un replay. Oui, au regard du droit musulman, on a 12 héritiers qui peuvent avoir une part obligatoire. Je dis bien qui peuvent, mais parfois ils vont être masqués, donc marjoub, par d'autres héritiers. Donc on a 12 héritiers potentiels qui vont avoir donc une réserve héréditaire. En revanche, en revanche, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a 12 héritiers réservataires dans le droit musulman potentiels qui vont tous hériter. Non, c'est pas ça. On dit qu'il y en a 12 potentiels. Mais, mais ils vont pas forcément tous hériter. Ok. Maintenant, au regard du droit français, on a combien d'héritiers potentiels qui vont être héritiers réservataires? On n'en a que deux, les enfants et l'épouse, c'est tout. Et c'est pareil. C'est pas parce qu'ils sont potentiellement héritiers réservataires qu'ils sont forcément. On l'a vu tout à l'heure, l'épouse n'est pas héritier réservataire s'il y a des enfants en commun. Le sens des fractions, un sixième et un tiers. Bah, alors, ça, c'est au regard du droit. Enfin, quand on étudie ce qu'on appelle ilm al-fara'id, hein, donc le mirath, donc le droit de l'héritage, on va donner on donne des fractions, en fait. Alors, si vous voulez ramener ça à des pourcentages, un sixième, ça fait 16,67%, un tiers, donc ça fait 33,33%, etc., etc. Si Zayd a des frères et sœurs, quelle est la part de la fratrie? Alors, si Zayd a des frères et sœurs, donc Zayd, encore une fois, là ici, il va falloir regarder l'ensemble de la composition familiale. Si Zayd a un père qui est en vie, dans tous les cas, les frères et sœurs n'hériteront pas. Si Zayd a un enfant qui est en vie, dans tous les cas, si Zayd a un fils, pardon, si Zayd a un fils qui est en vie, dans tous les cas, les frères et sœurs n'hériteront pas. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre.
Les frères et sœurs, ils vont hériter dans certaines situations, mais dans beaucoup de situations, ils sont voilés. Les frères et sœurs n'héritent de rien, donc ça dépend dans quelle situation. Je suis désolé, là, il faudra que vous me précisiez la situation. Les frères et sœurs peuvent hériter, mais c'est pas tout le temps le cas. Je vais vous donner un exemple où les frères et sœurs vont hériter. Par exemple, Zayd décède et il laisse derrière lui sa mère, une fille et des frères et sœurs. Sa fille elle aura le droit à la moitié, donc fardon, elle va avoir un réservétaire de la moitié. Sa mère, elle va avoir le droit à un sixième et ses frères et sœurs vont avoir le droit au reste. Et donc, bien sûr, s'il avait un frère et une sœur, donc le frère va avoir le droit au double de ce qu'aura le droit la sœur. Qu'est-ce qui compte dans l'héritage? Alors, ce qu'on appelle tarika dans l'héritage, donc l'héritage, tarika, ce que laisse le défunt, c'est tout. C'est absolument tout. C'est l'argent, c'est les biens immobiliers, c'est absolument tout. Les affaires personnelles, etc. C'est tout. Hum, Quand je dis que la répartition de l'héritage, conformément au précepte islamique, c'est un devoir individuel, fard oui, au regard du droit musulman, ça c'est une obligation. Ça c'est l'ijma', c'est le consensus. Les règles de la répartition d'héritage sont dans le Coran. On a quelques hadiths en fait qui viennent donner des précisions, mais les grandes règles sont dans le Coran et Karim. On ne peut pas faire autrement. Alors par contre, il y a une question intéressante. Le cas échéant, sous réserve de l'accord des deux enfants, un garçon et une fille, pourrait-il hériter à 50% chacun si les parents restants concèdent également sa part? Ok, il faut savoir une chose, c'est que, admettons que Monsieur Dupont décède, ou vous êtes décède, il laisse derrière lui que deux personnes. Il laisse derrière lui que son fils et sa fille. De facto, c'est deux tiers pour le fils, un tiers pour la fille. C'est comme ça. Maintenant, et on dit que l'héritage rentre qahran, comme on dit dans le droit musulman. Elle rentre de force. C'est-à-dire que l'on le veuille ou non, la fille, elle hérite d'un tiers et le fils, il hérite de deux tiers. Et ça a son importance pour le daman, pour la garantie. Par exemple, si j'hérite d'un bien immobilier, dans le droit musulman, je l'hérite de force. En fait, j'ai pas le choix. Je ne peux pas refuser l'héritage comme on a dans le droit français. C'est pas possible. Et donc, si ce bien immobilier, je sais pas moi, brûle, je sais pas, j'ai été négligent, il y a une fuite de gaz dans l'appartement, le bien brûle et tout l'immeuble brûle. Bah, c'est moi qui suis responsable. D'accord? Ok. Donc là, ici, la fille hérite d'un tiers et le fils hérite de deux tiers. Ok. Maintenant, si le fils, lui, il veut donner de l'argent à sa sœur, bah, y a pas de souci, il peut donner de l'argent à sa sœur, mais ce sera sous forme de donation. Regarde le droit musulman. D'accord? Mais par contre, le père, il peut pas dire, voilà, moi je donne 50-50, ça, c'est pas possible. Maintenant, c'est l'avance. Un régime spécial de mariage est une cause de conflit avec les familles. Un mariage d'un ami a été annulé pour ça, malheureusement. Allah musta'an. Là, ça, c'est. Alors, bah, c'est que, alhamdoulilah, c'est bien que ce soit annulé. Parce que si les familles ne comprennent pas ça, c'est qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque une compréhension importante des règles qui régissent les affaires familiales. Les règles qui régissent la familiale, donc ce qu'on appelle kitab al-nikah dans le droit musulman, c'est des règles qu'il faut étudier avant de se marier. Si on n'arrive pas à comprendre que dans le droit musulman, on a une séparation de biens, qui est de l'argent, qui n'est pas d'argent d'ailleurs, qu'on ait un centime de patrimoine ou qu'on ait un milliard de patrimoine, c'est la même règle pour tout le monde. C'est une séparation de biens, c'est comme ça. C'est figure imposée. Euh, Ah, il y a eu un problème de son à un moment, je suis désolé. Nous, ce que vous proposez un service qui vous nous aide à écrire un testament et préparer la succession musulmane et encore avec le droit français. Oui, nous, ce qu'on va pouvoir faire, vous prenez rendez-vous avec votre conseiller et ce qu'on va pouvoir faire, c'est vous donner la bonne répartition et ensuite, donc, vous allez voir le notaire et avec le notaire, vous essayez de composer un testament, enfin, vous composez un testament en fonction de cette répartition-là. D'accord? Si ça impacte la réserve héréditaire d'un des enfants, n'oubliez pas d'ajouter une rare, une renonciation en action une renonciation anticipée en action de réduction. La donation du vivant, oui, ça a un impact sur le droit français. Il faut savoir une chose que lorsque je donne une donation de mon vivant au regard du droit français, cette donation va être remise sur la table au moment de l'héritage, ce qui n'est pas le cas au regard du droit musulman. Et il y a beaucoup de détails là-dessus. Et peut-être qu'on fera un webinaire sur la donation. Je sais pas, on verra avec faut voir avec. Faites des demandes de webinaire. Voilà, donnez des idées. Comme ça nous donnera des idées. On fera peut-être un webinaire sur la donation. Parce que là, on a besoin carrément d'un webinaire et encore, même une heure, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Euh, voilà, je suis désolé, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions.
Je vais devoir y aller. Allah musta'an. Je suis vraiment désolé. Prenez rendez-vous avec votre conseiller. Il y a énormément de questions. Vraiment, je suis vraiment désolé. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout ça. La ilaha illallah. Très bonne question. J'ai entendu dire que quand on est la double nationalité, on pouvait bénéficier des règles d'héritage d'un autre pays de nationalité devant un notaire. Et si on est un pays d'origine qui applique le droit musulman, ça peut être une solution. Alors, très bonne question. Ça, c'est une loi de 2015. Je vais finir là-dessus. Sachez que cette loi, elle date de 2015 et cette loi, malheureusement, on peut pas la mettre en place en France. Pourquoi? Parce qu'elle est contraire à l'OPI. Elle est contraire à l'organisation interne du pays, donc la France en l'occurrence. Donc ça, à la base, c'est une directive européenne. Donc en gros, qu'est-ce que ça dit, cette loi de 2015? Ça dit que si j'ai une double nationalité, je suis français et en même temps je suis marocain, j'ai une double nationalité. Cette règle dit que je peux opter pour les règles d'héritage de mon pays d'origine. Le problème, c'est que nous, nous, en France, on ne peut pas déshériter à cause du sexe, de la religion ou de sexe, la religion ou ce type de critères. Donc nous, comme bien sûr de leur regard, on va déshériter un enfant à cause de son sexe, eh bien, cette loi-là ne va pas pouvoir être applicable. Donc malheureusement, on ne pourra pas le mettre en place. C'est pas possible. D'accord. J'espère que j'ai été clair. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Très bonne fête de l'Aïd à vous et à vos proches. Taqabbal Allah minna wa minkum salah al-a'mal. Kullu 'am wa antum bi khair. N'oubliez pas que Zakat el-Fitr, vous pouvez la distribuer donc là ici autour de chez vous. On dit que la Zakat el-Fitr suit le corps, tandis que Zakat el-Mel suit l'argent. C'est-à-dire que je suis freelance au Maroc. J'ai jeûné au Maroc, mais mon argent est en France parce que mon entreprise est en France. Donc, lorsque je paye Zakat el-Mel, donc la Zakat sur l'argent, si l'argent est en France, donc je vais payer la Zakat en France. Par contre, j'ai jeûné au Maroc, donc je paye Zakat el-Fitr au Maroc. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.